Ce ciel rouge sang cache une phrase minuscule écrite au crayon à la main. Et ce n'est pas un visiteur furieux qui l'a griffonné sur la toile. C'est Edvard Munch lui-même. Le plus troublant, c'est que Munch n'a pas écrit cette phrase pendant qu'il peignait. Il l'a ajoutée plus tard, après un épisode public qui l'avait touché, au point d'y revenir encore des décennies après. Et c'est ce décalage qui change complètement la lecture du tableau. Alors ce soir, on va répondre à 3 questions précises. Quelle preuve minuscule, cachée dans la peinture, montre que Munch a lui-même défiguré son propre chef-d'œuvre? Pourquoi les taches blanches qu'on voit près de l'épaule du personnage ne sont absolument pas ce que les experts ont raconté pendant des décennies? Et pourquoi une autre version du cri, conservée elle aussi à Oslo, est-elle chimiquement en train de perdre une partie de ses jaunes? Voici notre thèse, et on va la prouver point par point. Ce n'est pas le portrait d'un homme qui hurle, c'est le portrait d'un homme qui essaie, désespérément, de ne plus entendre. Le tableau s'appelle Le Cri. Edvard Munch réalise cette version en 1893, à la tempéra et au crayon gras, sur un carton non apprêté de 91 cm de haut. On peut le voir aujourd'hui au Musée national de Norvège, à Oslo. Munch peint ce tableau à un moment très précis de sa vie. Il vit entre Berlin et la Norvège, il traîne dans une cave à vin berlinoise surnommée le Cochon Noir, où il croise le dramaturge suédois August Strindberg, et des cercles fascinés par Nietzsche, par le pessimisme, par tout ce qui touche à la maladie de l'esprit. Munch a peu d'argent, les nerfs à vif et une obsession: comprendre pourquoi l'angoisse s'accroche à sa famille depuis toujours. Parce que cette famille a payé un prix très lourd. Sa mère s'est éteinte quand il était enfant. Sa sœur préférée, Sophie, l'a suivi quelques années plus tard. Leur père, dévot jusqu'à l'obsession, traversait des crises de mélancolie profonde. Et surtout, sa jeune sœur Laura traverse alors une grave crise psychiatrique. Elle est internée à Gaustad dès 1892. Les dossiers de l'époque parlent d'hystérie. Le diagnostic de schizophrénie appartient à des lectures ultérieures. Ce qui compte ici, c'est qu'au moment où Munch travaille sur ce motif, la peur de la maladie mentale n'est pas une abstraction familiale. Sa propre sœur est réellement hospitalisée. Un an plus tôt, en 1892, Munch avait déjà peint une première version de cette scène, un tableau nommé « Désespoir ». On y voyait le même pont, le même ciel rouge, mais un homme identifiable, vêtu d'un pardessus et coiffé d'un haut de forme, appuyé contre la rambarde. Un an après, Munch efface cet homme, il le vide de son identité. Et c'est cette décision-là qui va donner naissance à l'un des visages les plus reconnaissables de toute l'histoire de l'art. Regardons d'abord ce qui saute aux yeux. Sur la diagonale du pont, tout au fond, 2 silhouettes s'éloignent, raides, en chapeau haute forme. On pourrait croire que ce sont juste des figurants pour donner de l'échelle. Ce sont en réalité les 2 amis avec qui Munch marchait ce soir-là. Dans son journal, il raconte la scène presque mot pour mot. Il marchait avec 2 amis sur cette route, ses amis ont continué d'avancer, et lui est resté immobile, tremblant d'angoisse. Le monde ne devient pas fou dans ce tableau. Une seule personne devient folle, pendant que tout le reste continue sa route, sans même s'en apercevoir. Et je crois que c'est exactement pour ça que Munch a gardé ces 2 silhouettes bien droites, bien calmes, presque ennuyeuses. Pas pour les opposer à la souffrance de son personnage, mais pour montrer qu'on peut s'effondrer en pleine crise, juste à côté de gens qu'on aime, sans qu'ils s'en rendent compte une seule seconde. Maintenant, regardez la posture du personnage central. Les mains plaquées sur les oreilles, la bouche grande ouverte, le visage étiré comme un crâne. Tout le monde pense qu'il hurle. C'est même devenu un emoji, utilisé chaque jour partout dans le monde. Mais dans son propre texte, Munch raconte qu'il a senti un cri infini traverser la nature. Et sur l'image, les mains couvrent les oreilles, elles ne s'écartent pas de la bouche. Pour moi, c'est là que le geste change de sens. Je ne vois pas quelqu'un qui projette un cri, mais quelqu'un qui essaie de s'en protéger. Descendons maintenant vers le visage lui-même, sans doute la partie la plus étrange de tout le tableau. Un crâne chauve, sans âge, sans sexe précis, les joues creusées, les yeux exagérément écarquillés. Munch efface volontairement toute individualité, pour transformer un homme en symbole universel de la panique. Mais d'où vient exactement cette forme si particulière? Une hypothèse célèbre, proposée en 1978 par l'historien de l'art Robert Rosenblum, mène à Paris. Munch se trouvait dans la capitale l'année de l'exposition universelle, et une momie Chachapoya était exposée au musée d'ethnographie du Trocadéro. Sa pose, le corps replié,
les mains ramenées vers le visage, ressemble de façon troublante à la figure du cri. Mais aucun texte de Munch ne dit qu'il l'a vu. Cette ressemblance explique pourquoi la piste du Trocadéro fascine encore les historiens. Elle donne une origine possible à la forme du cri, pas une origine démontrée. Pour Gauguin, en revanche, la piste est beaucoup plus solide. Ses dessins montrent qu'il connaissait cette momie, et son tableau Ève bretonne, peint en 1889, reprend une posture très proche. Les mains ramenées contre le visage, le corps recroquevillé sur lui-même. Deux artistes, de styles complètement différents, une seule silhouette venue d'un sarcophage sud-américain qui a marqué le regard de tout un cercle parisien, sans qu'on puisse dire avec certitude que Munch l'a personnellement vu de ses propres yeux. Continuons la lecture du tableau. Regardez le ciel. Ces bandes rouges, oranges, jaunes vifs qui ondulent au-dessus de tout le reste. On pourrait croire à un simple coucher de soleil très théâtral. Ce n'est pas ça du tout. Munch écrit noir sur blanc que le ciel est devenu rouge sang, que le sang et les flammes semblaient suspendus au-dessus du fjord. Pour lui, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une pression physique qui s'abat sur son esprit. Là, forcément, une question scientifique se pose. En 2004, des chercheurs américains ont proposé une piste spectaculaire. Munch aurait pu conserver le souvenir des couchers de soleil rougis par l'éruption du volcan Krakatoa, dont les cendres avaient réellement atteint le ciel d'Europe une dizaine d'années plus tôt. Mais cette hypothèse suppose un souvenir déjà ancien au moment de peindre. En 2018, une autre équipe a défendu une candidate différente. Les nuages nacrés, un phénomène atmosphérique rare observé en Norvège en 1892, dont les ondulations ressemblent davantage à celles du tableau. Le phénomène exact reste discuté. Ce qui ne l'est pas, c'est que Munch transforme ce ciel, quel qu'il soit, en sensation physique. Un détail technique donne pourtant au tableau une impression d'urgence. Munch travaille sur un carton non apprêté, avec une peinture mate et du crayon gras. Le support reste visible par endroits, la couche de couleur s'arrête net sur les bords et laisse voir la fibre brune du carton à nu, et l'exécution paraît spontanée, presque fiévreuse, même si le motif, lui, avait été préparé à travers plusieurs études, dont ce fameux désespoir de l'année précédente. Autre chose que la plupart des visiteurs ne remarquent jamais, il n'y a aucune ombre portée dans tout le tableau. Ni la silhouette centrale, ni les amis au loin, ni la rambarde ne projettent d'ombre sur le sol. Aucune source de lumière logique n'existe dans cette scène. Et moi, quand je regarde ce ciel sans une seule ombre, j'ai l'impression que Munch n'a pas peint un paysage éclairé par le soleil, mais un paysage éclairé de l'intérieur par la tête même de son personnage. La lumière ne vient pas du dehors, elle sort de la panique. Longtemps, les guides ont raconté une autre légende autour de ce tableau, que Munch peignait dehors, sous la pluie, sous la neige, laissant les éléments abîmer volontairement ses toiles, selon une méthode qu'il appelait lui-même le remède du cheval, tuer ou guérir. Et cette légende s'appuyait justement sur un détail bien réel. Sous l'épaule droite du personnage, on distingue de petites taches blanchâtres, translucides, comme figées sur la peinture. Pendant plus d'un siècle, on a raconté aux visiteurs qu'il s'agissait de fientes d'oiseaux, la preuve que le tableau avait passé du temps dehors, exposé aux intempéries. C'est faux. En 2016, l'équipe de Geert van der Snikt de l'université d'Anvers analyse la zone par fluorescence de rayons X. Aucune concentration de calcium n'apparaît, ce qui exclut d'emblée les fientes. Puis, un micro-prélèvement est examiné par diffraction des rayons X. Cette fois, le résultat correspond très précisément à de la cire d'abeille. La trace romantique des intempéries devient donc quelque chose de beaucoup plus banal. Un simple dépôt de cire tombé sur la peinture, sans doute pendant que Munch travaillait dans son atelier à la lumière d'une bougie. Mais s'il fallait ne retenir qu'une seule découverte de tout ce tableau, ce serait celle-ci. Il y a encore quelque chose que je n'ai pas mentionné. Dans le coin supérieur gauche, littéralement noyé dans les tourbillons du ciel rouge, se cache une inscription minuscule, tracée au crayon de bois, en norvégien. Kan kun være malet à en galmen, ce qui signifie, mot pour mot, n'a pu être peint que par un homme fou. Pendant des générations, les historiens ont raconté que cette phrase était l'œuvre d'un spectateur outré, venu insulter le tableau lors d'une exposition à Copenhague en 1904. Une belle histoire de scandale public. Une belle histoire,
mais fausse. En 2021, le Musée national de Norvège a fait passer le tableau sous scanner infrarouge. La conservatrice May-Britt Guleng et le restaurateur Thierry Ford ont observé un fait impossible à contester. Le carbone du crayon repose au-dessus d'une couche de peinture déjà entièrement sèche. Autrement dit, cette phrase n'a pas été ajoutée pendant la création du tableau, mais bien après, une fois l'œuvre terminée. Et l'analyse graphologique, comparée au carnet personnel de Munch, a confirmé une correspondance totale avec sa propre écriture. Ce n'est pas un inconnu qui a jugé ce tableau fou, c'est son propre créateur. Pourquoi Munch aurait-il fait une chose pareille à sa propre œuvre? Le musée relie cette phrase à un nom précis, Johann Scharfenberg. En octobre 1895, ce jeune étudiant en médecine prend la parole lors d'un débat public à la Société des étudiants d'Oslo, un débat auquel Munch semble avoir assisté. Scharfenberg met publiquement en cause la santé mentale de Munch, affirmant que ces tableaux montrent que leur auteur n'est pas sain d'esprit. Munch encaisse l'humiliation en silence ce soir-là, mais il ne l'oubliera jamais. Il y revient encore dans ses carnets, presque 40 ans plus tard. Alors à mon avis, cette phrase griffonnée dans le ciel n'est pas un acte de honte, c'est un acte de défense. Plutôt que de laisser un étudiant décider ce que son tableau signifie, Munch reprend la main. Il écrit lui-même le verdict avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à sa place. C'est une façon de dire « Oui, vous pouvez me traiter de fou, mais c'est moi qui l'écris, pas vous ». Ce petit geste transforme complètement la nature de l'objet. Ce n'est plus seulement un paysage tourmenté, c'est un journal intime avec une réponse écrite dedans, une cicatrice laissée volontairement par la main même qui a peint la blessure. Ce que Munch n'a jamais pu contrôler en revanche, c'est la vie matérielle de ses œuvres après lui. Et pour la version de 1893 du Musée national, cette perte de contrôle a pris une forme beaucoup plus brutale. Un jour, le tableau lui-même a disparu. Le 12 février 1994, le jour même de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver en Norvège, des voleurs brisent une fenêtre de la Galerie nationale, décrochent le tableau en quelques secondes et laissent derrière eux un mot d'une ironie glaçante. Merci pour la mauvaise sécurité. Le cerveau du vol s'appelle Paul Enger, un ancien footballeur professionnel devenu voleur d'art. 6 ans plus tôt, en 1988, il avait déjà tenté de dérober ce même tableau, mais s'était trompé de salle dans la précipitation, repartant avec une autre toile de Munch à la place. Cette fois-là, il ne s'est pas trompé. Le tableau a été retrouvé intact 3 mois plus tard dans une chambre d'hôtel grâce à une opération conjointe de la police norvégienne et de Scotland Yard. Revenons maintenant à la question de la matière elle-même, parce qu'il faut ici changer d'objet avec précaution. L'étude publiée en 2020 par la chercheuse Laetitia Monico au synchrotron de Grenoble ne porte pas sur la version de 1893 du Musée national que nous suivons depuis le début. Elle porte sur une autre peinture du cri, une version réalisée autour de 1910 et conservée par le musée Munch. Sur cette version-là, certains jaunes du cou, du lac et du ciel blanchissent et s'altèrent. L'équipe de Laetitia Monico a montré que l'humidité et des composés chlorés présents dans le pigment favorisent l'oxydation du jaune de cadmium, qui se transforme peu à peu en une matière blanche et friable. C'est pourquoi les restaurateurs recommandent désormais pour ce type d'œuvre une humidité relative maintenue en dessous d'environ 45% afin de ralentir un processus qu'on ne peut plus totalement arrêter. Et ce qui me frappe ici, c'est qu'une seule et même image, celle du cri, survit aujourd'hui sous plusieurs corps matériels différents dans des musées différents et que chacun de ces corps vieillit à sa propre vitesse selon sa propre chimie. Le tableau que nous suivons depuis le début, celui de l'inscription, garde son ciel rouge intact. C'est un autre exemplaire du même cri qui, lui, pâlit. Alors qu'est-ce que ce tableau nous dit une fois qu'on a suivi toutes ces traces jusqu'au bout? Que la ligne parfaitement droite du pont, celle qui traverse toute la composition, sépare deux mondes qui se touchent presque. D'un côté, deux amis qui continuent tranquillement leur chemin vers la ville sans se retourner. De l'autre, un univers qui perd sa forme, qui semble saigner, qui n'a plus ni gravité ni logique. À mes yeux, cette ligne droite matérialise exactement la distance qui sépare la normalité de l'effondrement. Et cette distance, sur le tableau, tient en quelques centimètres.
Les historiens continuent de se disputer sur le sens exact de cette œuvre. Certains y voient le portrait clinique et intime d'une seule crise d'angoisse, héritée d'une famille marquée par la maladie mentale. D'autres y voient un symbole plus large, celui de tout un siècle qui bascule, celui de l'homme moderne, arraché à ses campagnes, à sa foi, à ses repères, et jeté seul dans un monde de villes et de machines. Cette deuxième lecture n'a d'ailleurs rien d'isolé dans l'œuvre de Munch. Un an après le cri, en 1894, il reprend exactement le même pont, la même rambarde, le même ciel ondulant, mais cette fois pour peindre non plus un homme seul, mais une foule entière, dans un tableau qu'il appelle « Angoisse ». Les visages y sont blêmes, fixes, presque identiques les uns aux autres, comme si la panique d'un seul individu s'était propagée à toute une société qui avance en rang sans se regarder. La solitude du cri devient, un an plus tard, la solitude de tout le monde à la fois. Les deux lectures, la clinique et la collective, ne s'excluent pas vraiment. Elles se superposent, un peu comme les deux signatures qu'on trouve superposées dans le coin du tableau, où le nom de Munch et l'année 1893 semblent avoir été tracés deux fois, sans que personne ne sache aujourd'hui pourquoi. On ne saura jamais avec certitude ce que Munch a vraiment vu ce soir-là sur la colline d'Ekeberg. Un ciel réellement teinté par un phénomène atmosphérique rare, venu de très loin, ou du ciel norvégien lui-même. Ou la première fissure d'un esprit déjà hanté par la maladie qui frappait sa propre sœur. Ce qu'on sait, c'est qu'il a choisi, des années plus tard, de reprendre son crayon et d'écrire lui-même le mot que d'autres répétaient déjà derrière son dos. Avant de quitter le tableau, regardez encore une fois ces deux signatures superposées dans le coin. Laquelle vous semble avoir été tracée la première, celle qui reste la plus lisible, ou celle que l'autre vient recouvrir? Un homme peut effacer bien des choses sur une toile, mais il ne peut jamais vraiment effacer le bruit qui continue, encore, à l'intérieur.